Laure Samu, pour une association toute récente, toute jeune. Laure est avocate, donc elle vient de Nice, et elle va nous parler un petit peu de la transformation du Code civil et des problèmes juridiques des animaux. Je te passe le micro. Je m'installe. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus en nombre. C'est vrai que ça fait plaisir de voir une salle pleine. Comme Christian le disait, je fais partie d'une association qui s'appelle l'ADA, c'est l'Association pour le développement du droit animalier. C'est une association toute récente qui a été créée l'année dernière et son premier grand projet, je n'en faisais pas partie encore à ce moment-là, ça a été l'organisation d'un colloque pluridisciplinaire à l'université, à la faculté de droit de Nice. Il y a plusieurs intervenants qui sont venus à ce colloque, des philosophes, des scientifiques, des juristes, et qui nous ont exposé sur toute une journée un petit peu tout ce qu'on devait savoir, tout ce qu'on pouvait comprendre sur la cause animale. Et c'était vraiment passionnant. À titre personnel, j'ai appris énormément de choses. Donc c'est pour rebondir à ce qui vient d'être dit, l'exposé absolument extraordinaire qui a été fait par L214. Et je suis une toute récente convertie végétarienne, justement, parce que j'ai appris des choses. C'est pas pour ça que je dis ça, c'est pas du tout pour ça que je dis ça, mais parce que j'ai appris ce qui se passait et il y a un véritable manque d'informations. Alors aujourd'hui, on prêche beaucoup de convaincus, mais c'est quand même bien de se retrouver ensemble. Mais l'information, la diffusion de tout ça au public, elle est fondamentale parce que beaucoup de gens ne savent pas. Effectivement, la schizophrénie d'avoir le chat sur le canapé et l'agneau dans le frigo, c'est quelque chose, les gens n'ont pas forcément conscience, et les images des vaches qu'on a eues, même moi encore aujourd'hui qui suis convaincue de l'intelligence animale, je trouve ça absolument extraordinaire. Vraiment de voir ces vaches réussir avec un coup de langue à ouvrir des portails, c'est tout simplement formidable. C'est un petit propos introductif qui n'a strictement rien à voir avec le droit, mais on y arrive. Le thème aujourd'hui, donc éthique et responsabilité par rapport à l'exploitation animale. Moi, mon domaine, c'est essentiellement le droit pénal, donc la protection de l'animal de la maltraitance, des actes de torture, des sévices graves. C'est également le droit civil. Et on m'a demandé d'intervenir sur un sujet d'actualité, et ça tombait bien, puisque le 16 février dernier, une loi a modifié un article dans le Code civil en intégrant la sensibilité de l'animal dans le Code civil. C'est une révolution, paraît-il. Alors attention, je n'ai pas envie d'être pessimiste aujourd'hui, bien au contraire. C'est vrai que c'est très très important. C'est vrai que c'est très important. Pour autant, il faut relativiser les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans le thème de l'exploitation animale, parce que vous allez le voir que depuis le départ, l'animal est protégé par le droit uniquement en ce qu'il est l'objet de son propriétaire. Et en protégeant l'animal, ce qu'on souhaite faire, c'est protéger son propriétaire. Il y a eu des évolutions de fait. L'animal est un être sensible en France depuis les années 90, et notamment par l'article L214-1 du Code rural. Donc on n'a pas attendu 2015 pour que l'animal soit un être sensible. Il est sensible dans le Code pénal, qui est quand même le code répressif en droit français depuis 1995. Donc ça fait quand même des années et des années que l'animal est un être sensible en droit français. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces textes. Et effectivement, ce que disait très bien l'intervenante de L214, j'ai oublié le nom, j'en suis désolée, précédemment, lorsqu'on lit les termes de l'article L214-1 du Code rural, à savoir que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, et que l'on voit ce qu'on en fait aujourd'hui, et que l'on voit que tous les recours que forment les différentes associations tombent dans le vide, c'est à se demander à quoi sert cet article véritablement. Donc un petit exposé tout simplement déjà pour voir l'évolution de la législation. La loi un peu fondatrice de la protection animale, elle date de 1850, c'est la loi Grammont. La loi Grammont, elle réprimait en fait les mauvais traitements envers les animaux domestiques, donc c'était des chevaux, des vaches, puisqu'à l'époque il y en avait dans les rues beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais les maltraitances qui étaient faites publiquement. Et qu'est-ce qu'on voulait réprimer en fait à ce moment-là ?
c'était tout simplement les personnes qui pouvaient voir de telles atrocités. C'est un petit peu le carré interdit aux moins de 16 ans que vous avez à la télé. Et donc la loi Grammont, elle réprimait les mauvais traitements sur les animaux pour protéger finalement les êtres humains de ne pas voir ces horreurs qui étaient faites sur les animaux. Donc encore une fois, on a commencé à protéger l'animal en fait, mais en protégeant, pour protéger l'être humain. C'est une bonne chose, on ne va pas cracher dessus, mais c'était pour montrer un petit peu vraiment la réification de l'animal, et c'est parce que ça me permettra d'en arriver au code civil. Cette loi, elle a évolué, mais il a fallu quand même attendre 1959 pour que la maltraitance soit réprimée, même lorsqu'elle n'était pas faite publiquement. C'est-à-dire même lorsqu'il y avait des actes de maltraitance qui étaient faits dans un cadre privé, qui n'étaient pas forcément au vu et au su de tout le monde, elles pouvaient être réprimées. On a un délit de cruauté commis envers les animaux domestiques qui a été créé ensuite en 1963, et donc cette loi révolutionnaire de 1976 qui a introduit l'article L214, enfin ça a été codifié plus tard, l'article L214-1 du Code rural, où l'animal est devenu un être sensible dans le Code civil. C'est aujourd'hui codifié dans le Code rural et de la pêche maritime, donc ça s'adresse effectivement à notamment beaucoup aux animaux de ferme, aux animaux destinés à la consommation humaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, l'application qui en est faite est pratiquement inexistante, puisque beaucoup des recours qui sont formés par les associations n'aboutissent pas, ou en tout cas aboutissent à des décisions qui sont absolument pas suffisantes par rapport à ce que nous estimons être les objectifs biologiques des espèces des animaux en cause. En 1994, c'est là encore une belle révolution, puisque c'est le Code pénal qui réprime et qui réprime assez sévèrement les actes de torture et les sévices envers les animaux. Alors les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, donc ça recouvre quand même un certain nombre d'animaux. C'est un délit, donc il y a certaines contraventions de maltraitance, mais là on passe sur un délit, c'est-à-dire que le délit, vous encourez quand même 2 ans de prison, ainsi qu'une lourde peine d'amende. Ce texte, il a été introduit dans un chapitre au sein du... Parce que les codes, et je vous en parlerai aussi tout à l'heure, c'est assez intéressant. Nos codes, c'est comme des livres, en fait, il y a des titres, des sous-titres, des chapitres, etc., etc. Ce qui nous permet d'identifier facilement à chaque fois lorsque l'on veut rechercher la législation applicable. Donc notamment dans le code pénal, vous avez les crimes contre les personnes, les crimes et les délits contre les personnes, les crimes et les délits contre les biens, et on aurait pu avoir les crimes et délits contre les animaux. Non, on a les autres crimes et délits. Bon, on est déjà dans un paragraphe, finalement c'est pas trop mal. Et on a donc un article qui nous dit expressément que l'animal est un être sensible. Donc c'est pas une révolution qui s'est passée en 2015. Depuis 1995, l'animal est un être sensible. Alors le problème, bien sûr, c'est que la faune sauvage n'est pas concernée par le code pénal. Ça, c'est une des grosses difficultés, et c'est une des très grosses lacunes qui est regrettable de la loi de 2016, puisqu'on avait proposé, enfin il avait été proposé d'intégrer également la faune sauvage au sein du code pénal dans le cadre de la répression des sévices et des actes de cruauté. Malheureusement, cela n'a pas été suivi des faits. Donc, de par cet article du code pénal 521-1, les peines encourues qui existaient déjà ont été augmentées, puisque c'est devenu un délit et puis une contravention. On encourt aujourd'hui une peine de prison. C'est malheureusement un texte qui, eh bien, on peut se satisfaire du minimum, qui n'est pas suffisant, puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais sont expressément exclus de cet article les corridas et les combats de coqs. Voilà, au prétexte de ce que l'on ose appeler la tradition locale ininterrompue. C'est assez intéressant de se rendre compte qu'en France, c'est le seul texte de loi qui ne s'applique pas de la même manière selon que l'on habite à Nice ou à Nîmes. C'est-à-dire que si vous habitez à Nice ou à Grenoble ou à Paris et que vous faites une corrida, que vous transpercez
un taureau avec des épées dans votre jardin, vous pouvez passer devant le tribunal correctionnel et prendre une peine de prison. Vous faites la même chose déguisé en clown avec des gens dans une arène et vous êtes à Nîmes, vous ne risquez rien, c'est complètement autorisé. Voilà. C'est exactement la même chose pour les combats de coqs, c'est essentiellement dans le nord de la France, les combats de coqs. Beaucoup de recours ont été déposés parce que très honnêtement, d'un point de vue constitutionnel, alors la Constitution, ce sont nos grandes règles qui régissent toutes les règles de droit qui sont édictées ensuite plus spécifiquement. Et donc, on est allé jusqu'au Conseil constitutionnel pour dire que ces dispositions n'étaient pas constitutionnelles et qu'il n'était pas possible en France d'avoir des dispositions qui ne s'appliquent sur une partie du territoire et pas sur une autre. Malheureusement, ces recours n'ont jamais abouti. Et donc, à ce jour, il est encore possible de torturer des taureaux, il est encore possible de torturer des coqs dans le cadre de combats. Il est heureusement interdit de créer de nouveaux galodromes, donc c'est déjà ça. Mais en attendant, la route se poursuit. La route se poursuit et il y a tout juste un an, en avril 2014, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'amendement Glavany. L'amendement Glavany qui intègre au sein du Code civil le fait que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent. C'est apparu comme une véritable révolution. Ça y est, les animaux sont enfin reconnus comme des êtres sensibles. Non, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles depuis la codification du Code rural, c'est-à-dire que ça fait déjà près de 30 ans, plus de 30 ans que les animaux sont des êtres sensibles en droit français. Donc là-dessus, ce n'est pas une révolution. En revanche, ce qui devrait être une révolution, c'est que les animaux en droit français suivent le sort du régime des biens. On estime qu'un animal, c'est un bien. On est propriétaire d'un animal, vous êtes propriétaire de votre chien, de votre chat, l'éleveur est propriétaire de ces bestiaux, et donc lorsqu'il les vend, il doit suivre des règles qui correspondent aux règles de vente de biens. Alors ça fait rire, ça fait sourire les étudiants en première année de droit lorsqu'on leur dit que les vaches sont des immeubles. Ah bon, les vaches, mais c'est pas des immeubles, c'est pas possible. En fait, tout simplement parce que juridiquement, lorsqu'une vache est attachée à un fonds rural qui est vendu, le fonds rural est un bien immeuble qui est cédé. La vache est cédée en même temps que le bien rural. Elle est donc considérée comme un immeuble par nature. Voilà. Et donc en fait, là où il y a la révolution, c'est une révolution sémantique, mais c'est une révolution sémantique qui a de l'importance. C'est qu'aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous lire les différents textes de loi qui ont été changés parce que c'est assez intéressant. Je ne suis pas trop rébarbatif, il n'y en a pas trop. Et c'est une révolution sémantique parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus que les animaux dans le Code civil, on ne dit plus que les animaux sont des biens meubles ou immeubles, on dit qu'ils suivent le sort des biens meubles ou des biens immeubles. En gros, l'animal n'est plus un bien. En revanche, pour le sort juridique qu'on lui attribue, c'est toujours le même sort que celui des biens. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert ? Effectivement, à moi, juriste, aujourd'hui, ça ne me sert pas à grand-chose, effectivement. Cependant, il y a toute une démarche juridique, toute une démarche intellectuelle et philosophique qui est très, très intéressante, puisque c'est une démarche qui va amener à la personnification de l'animal. C'est-à-dire que nous sommes des personnes physiques, nous bénéficions de droits, il existe des personnes morales, les sociétés, les associations et tout un tas d'autres institutions qui bénéficient de droits. Et ce qu'on voudrait, c'est que l'animal, en tant que tel, soit une personne et qu'elle bénéficie de droits en tant que personne non humaine. Et là, j'avoue que moi qui au préalable était assez sceptique sur ce changement dans le Code civil, en m'y plongeant d'un petit peu plus près, justement pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, je me suis dit, c'est pas bête en fait, c'est pas bête. Alors vous avez, parce que donc vous avez l'article 515-14 qui introduit véritablement, cet article-là a été créé par la loi du 16 février 2015, donc c'est une loi qui dispose, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Bon,
on vous balance un grand scoop, mais par contre, tout de suite derrière, on vous dit attention quand même, n'y allez pas trop. À ce sujet, c'était assez intéressant, puisque je me rappelle, il y a un an tout juste, au moment où, en première lecture, l'amendement Glavany, donc du nom du député qui avait créé cet amendement, venait d'être adopté à l'Assemblée nationale. Il était interrogé dans une émission de radio, et il n'a eu de cesse, mais je ne sais pas si elle existe encore en replay cette émission, c'était le téléphone sonne sur France Inter, et M. Glavany était interrogé, et il n'a eu de cesse durant toute l'émission de dire oui, non, mais surtout, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien changer. Voilà. Donc c'était quand même formidable pour quelqu'un qui présentait ça comme une grande innovation du droit, de dire non, mais surtout, ne vous inquiétez pas, ça ne changera strictement rien. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, ça a changé quelques articles quand même, notamment l'article 522. Donc, je reviens juste un petit peu avant. Le nouvel article 515-14. Quand je vous disais que dans les codes, on a des titres et des sous-titres, donc dans le code civil, c'est pareil. Il a été intégré juste en dessous de l'intitulé des biens et des différentes modifications de la propriété. Donc l'animal, il n'existe pas. Et c'est dommage parce qu'en fait, les personnalités, les pétitions qui ont été signées, les projets, les propositions qui ont été apportées au gouvernement dans le cadre de cette réforme proposaient un nouveau titre qui était assez intéressant. Où justement on modifiait carrément ce titre du Code civil et on rajoutait des biens, des animaux et des différents modes d'acquisition de la propriété. Ce qui aurait permis encore plus de tirer l'animal de son statut d'objet. Ça, c'est une des déceptions de cette réforme, mais bon, rien n'est perdu. Alors, la sémantique a changé dans les articles, et elle est assez intéressante. Alors, l'article 522. L'ancienne rédaction, les animaux que le propriétaire du fonds livre aux fermiers ou aux métayers, etc., sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds, etc. Je n'oublie pas ce qui n'est pas essentiel. Le nouvel article nous dit que les animaux que le propriétaire du fonds livre aux fermiers sont soumis au régime des immeubles. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est juste une affaire de sémantique et de tournure de phrase, c'est-à-dire que dans l'ancienne rédaction, ils sont censés immeubles, et aujourd'hui, ils sont soumis au régime des immeubles. Voilà l'innovation de la loi de 2015. Alors c'est vrai, quand je vous dis ça comme ça, vous me dites waouh, mais en fait, en gros, ça sert à rien. Un petit peu quand même. L'article 524. Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination les animaux attachés à la culture, les ustensiles, les semences, les pigeons des colombiers, les lapins des Garennes, les ruches à miel, les poissons des eaux, etc., etc. Donc tout ça, on vous dit, sont des immeubles par destination. Voilà, vous voyez, les poissons peuvent être des immeubles également. Alors aujourd'hui, on ne nous dit plus exactement la même chose. On nous dit qu'effectivement, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés, machin, sont immeubles par destination. Et on vous dit, les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles. Et lorsque l'on vous fait la liste « ainsi sont immeubles par destination », on ne trouve plus aucun animal. C'est-à-dire qu'on retrouve les ustensiles, les semences, les ruches, les pressoirs, etc. Mais par contre, tous les animaux ont disparu. Donc encore une fois, on déréifie l'animal. C'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'il soit objet. Il va suivre le régime d'un objet, il va suivre le régime d'un bien immeuble, là en l'occurrence, mais par contre, il n'est plus immeuble. En tout cas, il n'est plus dénommé en tant que tel. Ça, c'est encore de la sémantique. Mais c'est intéressant pour l'avenir. L'article 528, un des plus intéressants. Alors là, l'animal, il a complètement disparu. Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Le nouvel article, sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Alors, un animal, ça se transporte d'un lieu à un autre, donc c'est meuble par nature, mais dans cet article, le mot animal a véritablement complètement disparu de cet article. Là aussi, c'est un bel indice de ce qu'on ne veut plus assimiler l'animal à un objet. Donc c'est intéressant. L'article 533, je passe. Un autre article intéressant qui a été modifié, l'article 564, Code civil toujours, hein, maintenant je suis vraiment que sur le Code civil.
où on vous dit que les pigeons, les lapins, les poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau appartiennent aux propriétaires de ces objets. Ça, c'était l'ancienne rédaction, donc sous-entendu, appartiennent aux propriétaires de ces objets, les objets étant les pigeons, les lapins, les poissons, etc. Et petite subtilité de la loi de 2015, maintenant, ils appartiennent aux propriétaires de ces derniers. Donc là aussi, c'est que de la sémantique, c'est-à-dire qu'on ne dit plus ils appartiennent aux propriétaires de ces objets, mais aux propriétaires de ces derniers. Sous-entendu, bon ben, l'animal, c'est pas un objet. L'animal, c'est pas un objet. Dernier article modifié, c'était un peu la même chose que le premier article que je vous indiquais, l'article 2501, où on vous parle encore d'immeubles par destination et où on a changé par son soumis au régime des immeubles par destination. Voilà. Ça, ce sont pour les modifications du Code civil. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, effectivement, dans les faits aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est le problème, c'est tout le problème de cette réforme. Déjà parce que cette réforme, elle s'inscrit dans un contexte plus global de protection effective de l'animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris que l'animal était un individu. Enfin, on a compris, beaucoup ont compris ou commencent à comprendre que l'animal est un individu qui aurait été une avancée supplémentaire, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. On avait aussi demandé, grosse carence de cette réforme, que la faune sauvage fasse partie de l'article 521-1 du Code pénal et puisse profiter de la protection contre les sévices et les actes de torture, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, notamment les chasses aux renards, comme c'est de la faune sauvage, vous ne pouvez pas déposer plainte contre les personnes qui font ce genre de pratiques. Alors, il y a d'autres dispositions légales dans notre code qui permettent de réprimer ce genre de phénomène, mais malheureusement, c'est pas suffisamment fort. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce changement de sémantique, finalement, ça nous dit, oui, l'animal aujourd'hui, c'est plus un bien meuble, c'est plus un bien immeuble. Alors, comme on ne sait pas trop où le mettre et que finalement on est encore au balbutiement de cette évolution, on continue de lui faire subir le sort des biens. On peut vendre un animal, mais en même temps, oui, c'est difficile de voir les choses différemment, en tout cas aujourd'hui, bien évidemment. On peut céder un animal, il bénéficie, comme il suit le régime des biens. Pour vous donner un exemple assez simple, vous achetez une voiture, vous vous rendez compte qu'une défaillance dans le moteur qui était cachée que vous ne pouviez pas voir lorsque vous avez acheté la voiture, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la garantie des vices cachés. Un animal, c'est pareil. Vous achetez un chien, vous achetez un chat. S'il déclare une maladie qui n'a pas été détectée au moment où vous l'avez acheté, vous bénéficiez de la garantie des vices cachés. Donc, si vous voulez, sur certaines choses, on reste quand même dans cette marchandisation et dans le fait que l'animal est un objet de commerce, c'est un objet de l'exploitation de l'homme, et que le droit le régit encore à ce titre-là. Pour autant, cette différence de sémantique, elle est intéressante, elle est à développer. Alors, je suis toujours sceptique sur son application parce que, à aujourd'hui, quand je vois les difficultés que nous avons, pour ma part, donc je vous ai dit, je fais essentiellement du pénal, les difficultés que l'on a, même pas à faire condamner les auteurs de maltraitance, mais à faire poursuivre les auteurs de maltraitance. C'est-à-dire que la procédure pénale, pour faire rapide, vous avez une maltraitance, vous déposez plainte, il faut que des poursuites soient engagées par le procureur de la République pour que la personne passe devant un juge. Mais déjà, à ce stade-là, on a des difficultés. Hein. C'est-à-dire qu'on dépose plainte, malheureusement, souvent les plaintes, elles restent lettres mortes. Alors pour des tas de raisons, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit l'arsenal législatif qui existe déjà et le nombre de maltraitances qu'il y a au départ et le nombre de condamnations qu'il y a à l'arrivée, c'est absolument affligeant. Donc, et c'est un texte qui existe depuis 1995, donc cette introduction dans le Code civil, oui, c'est bien gentil, mais combien de temps ça va mettre pour faire réagir, pour faire évoluer les mentalités, et puis surtout pour créer d'autres dispositions, et puis pour enfin donner une véritable personnalité à l'animal? Je n'en sais rien, J'espère que ça va aller vite parce que aujourd'hui on est confronté, donc ce que j'étais en train de dire, à une carence judiciaire au niveau des réponses judiciaires au mauvais sort que l'homme réserve aux animaux.
Ça peut être les recours qui ont été introduits pour le foie gras. On a eu heureusement récemment une décision cet hiver où un éleveur a été condamné quand même pour des sévices sur des oies, je crois, mais je pense que d'autres personnes doivent le savoir mieux que moi. Donc on arrive quand même à avoir des condamnations, mais c'est trop sporadique et c'est vraiment le fait même de créer du foie gras, ça n'est pas répréhensible aujourd'hui, alors que c'est véritablement un acte de torture et ce sont véritablement des sévices. Il y a une question? Non? Pardon? Non, je disais, il y a quand même l'histoire du chat à Marseille qui a fait du bruit. Oui. Oui, bien sûr. Ah ouais, mais alors attention, heureusement que les associations sont là, bien sûr. Et c'est vrai que l'histoire d'Oscar... Je voulais juste vous dire, parce que là vous parlez sous la droit civil, parce que finalement, si demain vous décidez qu'on y arrive à faire que ce soit une personne, Oui. quid de la responsabilité du gardien de la chose? Eh, Passer sa majorité. Oui, non mais tout à fait. Mais c'est pour ça que l'évolution elle est lente. Parce que si vous voulez donner une personnalité juridique à un animal, ça va bouleverser véritablement le paysage juridique français. Et c'est pour ça qu'on y va petit à petit. Alors, ce qui est regrettable, y aller petit à petit, de toute façon, c'est obligé. On a toujours fonctionné comme ça. Et si vous voyez l'évolution des lois au fil de l'humanité, c'est vrai qu'on est obligé d'y aller petit à petit. Ce qui est par contre véritablement regrettable et ce qui est à craindre, ce que disait, je ne sais plus quelle association en parlait précédemment, c'est lorsque nous réformons de par l'Europe et où au final c'est un nivellement par le bas, oui c'était pour le bio, c'est un nivellement par le bas qui s'opère, c'est-à-dire qu'on a des règles en France qui sont des règles protectives qui sont assez élevées et au final lorsque le droit européen arrive, comme il est moins contraignant, et ben, au lieu de garder les règles que nous avions au préalable, ce qui est tout à fait possible, puisque à partir du moment où on respecte les minima imposés par Bruxelles, c'est suffisant. Mais malheureusement, souvent, c'est un nivellement par le bas. Alors tout ça, c'est complexe, tout ça, c'est des histoires de lobby, c'est des histoires de politique, ça va, bien évidemment. Voilà, c'est des histoires d'argent, de toute façon, c'est économique, tout à fait. Mais bon, après, là, je m'égare. Et pour revenir effectivement à la... Oui, bien sûr que la maltraitance aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et on le voit même au niveau des tribunaux. Pour moi, c'est trop timide. Je veux pas, parce que moi je voudrais qu'à chaque fois qu'on me signale un animal maltraité, on aille au bout. Et le bout du bout, c'est pas d'envoyer la personne en prison. Moi j'ai envie d'envoyer personne en prison si c'est juste pour mon point de vue. Le bout du bout, c'est empêcher cette personne de détenir un animal, parce que ça fait partie des peines complémentaires qui sont finalement les seules peines intéressantes à infliger aux auteurs de maltraitance. Donc c'est ça, mais c'est vrai que ça se réveille. L'affaire d'Oscar, elle a vraiment réveillé des mentalités. Et c'est vrai, je suis désolée, je suis à Marseille, j'ai pas parlé d'Oscar. C'était une grande faute de ma part. Oui. Mais c'est vrai que c'était effectivement c'est une prise de conscience. Donc il faut pouvoir continuer dans ce sens-là. Donc voilà, mon petit point de vue. Je sais, je parle trop, mais les avocats parlent toujours trop longtemps. Voilà mon point de vue sur la question. Mon point de vue sur la question. J'espère simplement que cette réforme va produire ses fruits, que toutes les formes d'exploitation animale, qui sont nombreuses, parce que c'est vrai qu'on parle d'agriculture, on parle de spectacle, il y a le problème de la mendicité, mais il y a des choses qui sont moins connues, comme le problème des chiens guides d'aveugles, parce que ça aussi, finalement, c'est de l'exploitation animale. Ça aussi, il faudra aller voir un petit peu comment ça se passe. Et quand on va voir un petit peu comment ça se passe, c'est pas forcément très très beau. Donc, j'espère que petit à petit, grâce à ces réformes, grâce aux interventions juridiques des associations, on arrivera à avancer et à faire valoir le bien-être animal grâce aux associations de protection animale qui sont fondamentales en la matière. Merci. Merci, on va engager le débat tout à l'heure. Il y a encore un orateur à parler. Simplement, je voudrais rajouter sur l'or, si on peut rajouter quelque chose encore à ce qu'elle vient de dire. Dans le code civil, vous savez que l'animal, dans le code pénal, dans le code d'une manière générale, le code français, on retrouve l'animal dans énormément de codes. Le code civil, le pénal, le rural, le code de la route, le code de l'environnement. Donc beaucoup de juristes se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas dédier carrément un code à l'animal, regrouper tous les textes qui sont éparpillés, dans lesquels nous-mêmes, associations, avons du mal à suivre, dans lesquels les juristes ont du mal à suivre, et dans lesquels au palais de justice également, les magistrats ont du mal à suivre. Donc c'est une proposition qui est faite.
proposition qui est faite, je crois, par de nombreux juristes. Et je vous recommande particulièrement d'aller sur les sites, puisque je crois que vous naviguez aussi bien que nous. Vous avez le site de la RSDA, c'est une grande association nationale de juristes, la RSDA, s'il y en a qui veulent prendre note, et sur le site de la LFDA. Tout ça, ce sont deux grandes associations nationales qui sont spécialisées dans le droit animalier. Le droit des animaux aussi. Le droit des animaux. Non, mais il y a une association qui s'appelle Droit des animaux. Le droit des animaux, peut-être. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle droit des animaux. Droit des animaux. Très, Très bien. très axé. Bon, et bien maintenant, on va